Paul a 55 ans, il est agriculteur. Aujourd'hui, comme d'habitude, sa journée a commencé bien avant le lever du soleil, avec le brouillard et le froid matinal. Après avoir nourri ses vaches, il a ouvert sa boîte aux lettres et a récupéré le courrier de la veille, parmi lequel se trouve une enveloppe de sa banque. Enveloppe dont il ne connaît que trop bien le contenu. Paul se questionne une fois encore. Comment va-t-il payer cette échéance qui lui est réclamée? La question le taraude, la pression devient insoutenable, mais il n'a pas le luxe de pouvoir y réfléchir tranquillement puisqu'il doit retourner travailler. La vérité, c'est que Paul est endetté, que son activité ne lui permet même pas de se verser un salaire décent, et qu'en plus de ça, on menace désormais d'abattre son cheptel pour des raisons sanitaires. Il se sent pris à la gorge, sans solution, il étouffe. À moins de vivre dans une grotte ces dernières années, vous n'avez pas pu passer à côté de la situation très tendue qui touche le secteur agricole en France. Manifestations d'ampleur de plus en plus fréquentes, endettement, précarité, pression administrative, suicide, tous ces termes reviennent en boucle lorsqu'on parle d'agriculture française. L'agriculture, qui a toujours été un atout majeur de la France et de son peuple, est désormais en danger. Et cela nous concerne tous. Parce que nous sommes tous impactés, mais aussi parce qu'on peut tous agir et inverser cette lente agonie du monde agricole. Alors quelle est réellement la situation de l'agriculture en France? Et quelles solutions pouvons-nous mettre en place à notre échelle? La France est depuis très longtemps une terre particulièrement agricole. Pour comprendre d'où vient ce savoir-faire, on peut remonter à l'Antiquité, à l'époque où les Gaulois occupaient grosso modo un territoire équivalent à la France actuelle. Étant à la fois d'excellents paysans ainsi que des artisans de talent, ils ont su développer une agriculture prolifique qui est devenue l'un de leurs atouts les plus précieux. Ils cultivaient les céréales comme le blé, l'avoine, l'orge, mais aussi le lin, le chanvre, des légumineuses telles que les pois ou les fèves, mais encore des arbres fruitiers. Ils avaient déjà recours à divers engrais pour enrichir les sols et pratiquer la rotation pour laisser la terre se régénérer. Côté élevage, on retrouve les espèces qu'on connaît aujourd'hui. Moutons, chèvres, cochons, bovins, poules, ânes, chevaux et bien sûr le chien qui était domestiqué déjà depuis bien longtemps. Les Gaulois, qui étaient hautement réputés pour leur maîtrise de la métallurgie, ont également développé des innovations techniques idéales pour une amélioration de la productivité. On peut citer par exemple la faux à lame courbe, la serpe, ainsi que d'autres outils en métal, la roue cerclée de fer qui est une invention cruciale, le tonneau, et même une forme rudimentaire de moissonneuse tractée par du bétail qui permettait de récolter beaucoup plus vite que partout ailleurs et qui d'ailleurs a été adoptée par les Romains. La Gaule est donc couverte d'une multitude de fermes et de paysans, ce qui permet à l'agriculture d'être particulièrement riche et de nourrir la population. Puis avec la romanisation, la Gaule acquiert une place d'importance dans le commerce méditerranéen et devient un territoire majeur d'exportation. Les siècles passent et le Moyen-Âge connaît lui aussi une évolution des pratiques agricoles. Le paysan compose un socle fondamental au royaume de France. C'est à partir de cette période qu'on voit l'émergence et la structuration du terroir français concernant les vins, les fromages, l'élevage et les charcuteries. De la Bretagne aux Alpes, de l'Alsace au Pays Basque, la France cultive presque tout. Céréales, vignes, fruits, légumes, élevage, fromage, miel, plantes aromatiques. Peu de pays peuvent revendiquer une telle mosaïque agricole. Et s'il y a une contrée dans le monde qui est connue pour la richesse de ses terroirs, pour la qualité de ses produits et pour la diversité culinaire, c'est bien la France. Le roquefort, les vins bordelais, l'andouillette de Troyes, le reblochon, les galettes bretonnes, la choucroute, le sel de Guérande, les cidres normands, les pruneaux d'Agen, l'armagnac, la tapenade, le Saint-Nectaire, le champagne, l'aligot, le piment d'Espelette, les rillettes du Mans, le cassoulet. On pourrait encore continuer cette liste pendant très longtemps. Le gratin dauphinois, le jambon de Bayonne, le camembert, les melons de Cavaillon, le calvados, bref. Toutes ces richesses ne sortent pas de nulle part. Elle est le fruit du travail des agriculteurs français. En effet, ils sont les premiers contributeurs de ce patrimoine colossal et de leur labeur découle une multitude de savoir-faire, boucherie, charcuterie, fromagerie, boulangerie, pâtisserie, viticulture, apiculture, artisanat du cuir, etc. Tous ces corps de métier ainsi que les différentes branches de l'agriculture permettent l'accès à un gigantesque éventail de produits de qualité. Vous l'aurez donc compris, les agriculteurs sont la pierre angulaire de ce patrimoine parmi les plus remarquables au monde. Mais alors, dans quel état est l'agriculture française de nos jours ? Derrière cette abondance, il y a des femmes et des hommes, des agriculteurs qui se lèvent tôt, qui travaillent dur et continuent d'honorer leur vocation malgré les difficultés. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Ils sont passés de 2 millions en 1950 à 400 000 aujourd'hui. Et d'après les estimations, on pourrait perdre 100 000 exploitations agricoles dans les 10 prochaines années, en sachant qu'on en a déjà perdu 100 000 entre 2010 et 2020. Il faut dire que la population agricole est vieillissante, ce qui fait que beaucoup d'agriculteurs cessent leurs activités. Et le nombre de repreneurs n'est pas assez élevé pour couvrir les départs. Un autre facteur qui explique l'érosion du secteur agricole, c'est bien sûr la rentabilité. De nombreux exploitants peinent à dégager du bénéfice au point où certains ne peuvent même pas se dégager un salaire. Un agriculteur sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. L'inflation du coût des ressources premières, des énergies, le coût des infrastructures qui explose, le bras de fer avec les industries qui cassent les prix, le manque de consommation directe des Français, la pression fiscale bien sûr. En France, on est champion sur ce sujet. L'agriculture française est en détresse. Le nombre de suicides en dit long sur la situation.
Chaque jour, c'est presque 2 agriculteurs qui mettent fin à leur jour. La faute également à un surendettement qui ne fait que croître. 204 000 € en moyenne par exploitation en 2021, soit 4 fois plus qu'en 1980. Alors la colère gronde, les agriculteurs se mobilisent et montent au créneau. Depuis quelques temps, on assiste à plusieurs mouvements d'ampleur qu'on n'avait jamais vus jusqu'alors, avec des cortèges de tracteurs partout en France qui convergent parfois vers la capitale. Sur ces manifestations, les revendications sont toujours les mêmes. Un ras-le-bol total quant aux charges, aux restrictions et à la précarité du métier. Mais ce qui revient souvent sur le tapis, c'est les accords de libre-échange, comme le Mercosur qui fait l'actualité à l'heure où on enregistre cette vidéo. C'est ça que vous voulez ? Vous voulez du bœuf au paraquat ? Une molécule interdite dans l'Union Européenne depuis 2007, plus de 15 ans, parce qu'elle file la maladie de Parkinson. Et ça s'appelle le Mercosur. Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme ? Oui, peut-être. En effet, les agriculteurs reprochent la concurrence déloyale dont ils sont victimes et dont ils pourraient être encore plus victimes si cet accord venait à être signé. Et ce du fait de l'importation de produits étrangers dont les normes sont beaucoup plus souples qu'en France et dont le prix de revient est souvent beaucoup moins cher. Le poids de l'administratif est un vrai sujet également, puisque nombreux sont les agriculteurs qui ont la sensation finalement de passer plus de temps à traiter des papiers qu'à exercer leur métier. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus de toutes ces difficultés, on assiste à l'abattage des cheptels entiers d'animaux pour des raisons sanitaires. C'est le cas des élevages de volailles qui sont touchés par la grippe aviaire, mais aussi avec les bovins avec la dermatose nodulaire. Et cette histoire d'abattage sanitaire, c'est quand même quelque peu discutable. Dans le cas de la dermatose, le taux de mortalité d'une vache fluctue entre 0,1 et 1%, et la maladie n'est pas zoonotique, c'est-à-dire qu'elle ne présente aucun risque pour l'humain, comme l'indique le rapport de l'Organisation mondiale de la santé animale. Le fait d'éliminer un cheptel entier de bovins plutôt que de laisser la maladie tuer quelques vaches semble donc complètement excessif, comme le souligne Pierre-Guillaume Mercadal, dont on salue le travail et le courage. Lorsque l'élevage entier est abattu, c'est toute l'activité du paysan qui s'envole, donc plus de revenus et la nécessité de repartir à zéro avec l'indemnisation versée par l'État, donc par le contribuable. Et outre l'aspect financier, le préjudice est aussi génétique. Les cheptels sont le résultat de plusieurs générations de bovins, parfois depuis des dizaines et des dizaines d'années, et plusieurs générations d'agriculteurs. Donc ce type d'abattage, c'est la suppression totale et sans retour en arrière possible du travail de qualité des éleveurs sur le long terme. C'est une perte déplorable pour l'agriculture française. Toutes ces raisons mises bout à bout expliquent la situation déplorable dans laquelle se trouve actuellement l'agriculture française. Elle est en danger de mort. Est-ce que la mort de l'agriculture française est intentionnellement orchestrée ou bien le résultat involontaire de mauvaises décisions ? Le rasoir de Hanlon est un principe de raisonnement qui stipule qu'il ne faut pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Alors on pourra en rester là. Mais d'autre part, l'idée qu'il existe une volonté de saboter divers secteurs d'activité au profit de gros groupes hégémoniques ne semble pas délirante du tout. On peut donc se demander que se passerait-il si l'agriculture française venait à disparaître ? Si la paysannerie venait à disparaître, ce sont des millions d'hectares de terrains agricoles qui seraient à pourvoir. Il ne fait aucun doute que des grosses firmes attendent patiemment, telles les charognards, sa déliquescence. Patiemment, pas vraiment. En effet, le phénomène d'accaparement des terres agricoles par des gros groupes, c'est déjà une réalité. On assiste au rachat de terrains par ces firmes puissantes dont les moyens sont infiniment supérieurs à ceux des agriculteurs isolés, ce qui entraîne une spéculation et une financiarisation excessive de l'agriculture. Et ça conduit à d'immenses exploitations industrialisées, uniformisées et totalement détachées de l'aspect humain. Ce phénomène, s'il se poursuit, amènera aussi à un monopole de l'industrie sur la production alimentaire et donc sur ce que vous pourrez mettre dans votre assiette. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement l'idée d'avoir une agriculture dénaturée, être plus semblable à un entrepôt Amazon qu'à la paysannerie, le tout pour produire une qualité bien inférieure, ça ne nous enchante pas des masses. On peut résumer en 5 piliers l'impact du recul de l'agriculture telle qu'on la connaît. L'impact social, c'est-à-dire la destruction de nombreuses filières de façon directe ou indirecte et la perte d'emplois. L'impact culturel et patrimonial, comme on l'a évoqué précédemment, la richesse du patrimoine français découle en très grande partie des efforts de la paysannerie. Sans elle, c'est toute une partie de notre culture qui est compromise avec la fin de la perpétuation des terroirs et des savoir-faire. L'impact sanitaire, que ton alimentation soit ta première médecine, disait Hippocrate. Factuellement en France, on a accès à une alimentation de qualité exceptionnelle si on prend bien sûr le temps et la peine d'aller chercher les bons produits. La mort de l'agriculture traditionnelle engendrerait un effondrement de la qualité alimentaire. Donc oui, l'agriculture est aussi un enjeu de santé publique. L'impact stratégique. Un point qui nous vient évidemment en tête, c'est l'importation massive qui serait nécessaire pour nourrir le pays. Ne plus produire, c'est renoncer à sa souveraineté nationale. Et si vous pensez que ça ne peut pas arriver, voyez ce que les gens pensent de l'industrie française à l'époque où on en avait encore une. Donc soutenir l'agriculture française, c'est éviter la dépendance à l'importation et soutenir notre royaume. L'impact moral. L'agriculture est une tradition profondément enracinée sur le territoire français. Elle est l'un des protagonistes de la magnifique culture qui est la nôtre. Elle a traversé les siècles et a été façonnée par des hommes et des femmes vaillants qui nous ont légué un héritage. Laisser l'agriculture française mourir, c'est renoncer à la beauté qui en émane. Et ça, moralement, ce serait impardonnable. Bon, ça peut avoir des airs de conclusion, mais ne quittez pas la vidéo, le meilleur reste à venir. Une
fois que le constat est posé, la question c'est comment peut-on inverser cette tendance néfaste qui est à l'œuvre. On peut distinguer deux types de moyens d'action. Tout d'abord l'action individuelle et collective aussi d'ailleurs, disons l'action qui vient du bas, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire nous-mêmes par nos propres moyens pour aider les agriculteurs français. Et deuxièmement, l'action politique, l'action qui vient d'en haut, donc concrètement prendre des décisions politiques favorables à l'agriculture. Ce point-là est évidemment bien moins accessible pour nous, mais il y a quand même des choses à en dire. Pour ce qui est de l'action qui vient du bas, il y a plein de choses qu'on peut faire et qui, si on est nombreux à s'investir, peuvent faire une réelle différence. En premier lieu, achetez des produits bruts et cuisinez vous-même. En plus d'avoir un impact positif sur votre santé, ça vous enjoint à faire les choses par vous-même et surtout c'est un geste de soutien. Pourquoi ? Eh bien parce que comme on l'a vu précédemment, la France est une terre nourricière. Elle peut théoriquement couvrir la totalité de la consommation de sa population en pommes de terre, en œufs, en lait, en crème, en beurre, en fromage, en blé, en sucre, en viande de bœuf et de porc, etc. Mais lorsque vous achetez des produits transformés ou des plats préparés dans le commerce, est-ce que vous consommez vraiment français ? La réponse est non. La plupart des industriels, même les entreprises françaises, vont chercher à augmenter leurs marges en utilisant des produits moins coûteux qui sont peu probablement issus de l'agriculture française. Alors de plus en plus d'industriels font attention à ça parce qu'ils savent que c'est un argument marketing de mettre 100% viande, origine France par exemple, mais c'est très loin d'être la norme surtout. Maintenant que vous achetez vos produits bruts, la question se pose de savoir où les acheter. Évidemment, vous le voyez venir, consommer local et artisanal. Privilégier l'achat directement chez les producteurs quand c'est possible pour les fruits et légumes, la viande, le lait et le miel, c'est un geste qui vraiment a son importance. Une grande partie des petits exploitants qui s'en sortent bien sont ceux qui font de la vente en direct auprès d'une clientèle régulière. Pour le lait, c'est pas le meilleur exemple parce que en fait, les agriculteurs ont besoin de l'industrie pour écouler de grosses quantités de lait, mais pour les maraîchers et pour les éleveurs, c'est beaucoup plus le cas. Pour la viande par exemple, les éleveurs proposent souvent des colis de plusieurs kilos avec différents morceaux. N'hésitez pas à dialoguer avec eux. Vous pouvez aussi acheter sur les marchés ou dans vos commerces de proximité, c'est-à-dire en boucherie, chez le primeur, en boulangerie, etc. Dans ces cas-là, demandez d'où viennent les aliments parce que ce n'est pas toujours du français. Faites également l'effort de payer en liquide autant que possible. Ça peut sembler anodin, mais vraiment ça ne l'est pas. N'oublions pas que l'Union Européenne a voté qu'à partir de 2027, tout paiement au-dessus de 10 000 € en liquide est considéré comme illégal. Évidemment, on sait pourquoi, lutter contre le blanchiment d'argent de 500 milliards chaque année. Même si on sait que ce n'est pas Roger qui blanchit les pièces de 2 € pour les pintes de bière vendues. Mais bien les grands groupes et les élites en haut. D'ici 2029-2030, ce sera au tour de l'euro numérique qui mettra un terme à vos libertés. Bien se passer. Ne t'inquiète pas. Un autre point, c'est de consommer ce qui a été oublié. Côté viande, on a les abats, le foie, le cœur, le rognon, le gésier, la langue, la cervelle, et les pièces de viande un peu moins populaires que genre l'entrecôte, c'est-à-dire le plat de côte, la joue de bœuf, ce genre de choses. Ça permet de valoriser tout l'animal et donc de mieux rémunérer l'agriculteur. En plus, ce sont des très bons morceaux s'ils sont bien préparés et très nutritifs. Dans le même esprit, cherchez à consommer plus d'animaux entiers, comme des poules, des oies, des canards, des cailles par exemple. Côté légumes, ça peut être le panais, le topinambour, le salsifis, le navet ou le céleri rave. On peut aussi parler du poisson. Pourquoi le poisson ? Parce que beaucoup semblent avoir oublié qu'en France on a des piscicultures. Ça peut être aussi les fruits de variétés anciennes ou simplement les fruits moches que l'industrie ne veut pas prendre et aussi la plupart des gens lambda, on va pas se mentir, alors qu'ils sont très bons et parfaitement consommables. Vous avez aussi les légumineuses comme les pois, les fèves, les lentilles, les féveroles et on peut aussi citer les châtaignes et les champignons. N'hésitez pas également à en parler autour de vous, à faire de la sensibilisation. Par expérience, les gens ne sont pas toujours de mauvaise volonté, et parfois juste de leur expliquer la situation, de les informer sur les gestes à mettre en place, ça suffit à leur faire adopter des habitudes plus saines. C'est d'ailleurs ce qu'on tente de faire avec cette vidéo, donc n'hésitez pas à la partager. Un peu dans le même style, quand vous allez au resto, prenez l'habitude de demander d'où viennent les aliments et notamment la viande. Si on était nombreux à rechigner lorsque ce n'est pas français et à l'inverse à s'enthousiasmer quand ça l'est, probablement que ça aurait un impact positif. Le but ce n'est pas de tacler les restaurateurs pour qui la vie est dure également, mais vous l'avez compris, simplement à les inciter à soutenir la cause autant que possible. Et pour finir avec l'action qui vient d'en bas, dialoguer avec les agriculteurs. Essayez de comprendre quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et comment est-ce que ça pourrait s'améliorer. Échanger avec le monde agricole, ça permet de mieux le connaître et donc d'être plus à même de le soutenir. Et si vous voulez aller encore plus loin, demandez-leur concrètement comment vous pouvez les aider. Pour ce qui est de l'action politique, vous pouvez bien sûr tenter de vous investir dans la vie politique du pays pour essayer de faire bouger les choses, mais on va pas se mentir, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui ont ce genre de projet. Ce qui est accessible à tout le monde pour le coup, c'est de donner un coup de pouce aux agriculteurs quand ils se manifestent, comme ça a été le cas plusieurs fois au cours de ces 2 dernières années. En effet, lorsqu'ils se réunissent et qu'ils lancent un nouveau mouvement, c'est pour faire pression sur les instances du gouvernement et obtenir gain de cause. Alors la prochaine fois qu'il y a une manifestation des agriculteurs, allez les voir sur les ronds-points, allez leur demander de quoi ils ont besoin et proposez-leur un coup de main. Ça peut être en leur apportant de la nourriture, de l'eau ou d'autres ressources, leur apporter ne serait-ce que juste un soutien moral ou d'autres choses plus spécifiques comme ces personnes qui avaient aidé les agriculteurs avec leurs tracteurs à contourner les barrages lors du combat vers Paris.
L'agriculture et la paysannerie sont intrinsèquement liées à la France, à son peuple et à sa culture. Mais plus que jamais, la situation est problématique. Ça peut paraître catastrophiste, mais c'est réel. L'agriculture française menace de s'effondrer, entraînant dans sa chute de nombreuses filières et une multitude de savoir-faire qui composent littéralement la qualité de vie à la française. Nous ne sommes ni paysans, Ni agriculteurs, ni même experts de la question. Mais nous sommes des Français qui ont conscience de l'importance de la paysannerie et nous sommes attachés à ce que la terre peut faire naître. et bien sûr on est très sensible à la condition des agriculteurs qui pour la plupart sont de braves travailleurs passionnés par leur métier. La conjoncture est alarmante et il est important d'agir vite. Mais heureusement, il existe des solutions qu'on peut tous mettre en place à notre échelle. Et si on se mobilise massivement pour la sauvegarde de notre agriculture, alors elle survivra. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, premier lien en description. Vous pouvez évidemment liker, commenter, partager. Sur cette chaîne, on aborde plein de sujets en rapport avec le patrimoine, le sport, la santé, la nature et bien d'autres. Et si vous voulez soutenir une entreprise française, vous avez 10% avec le code EPOPÉ10 sur Broadway. À vous de jouer. À très vite. Nickel. Ouais, c'est bon mec.